Pour ce nouvel épisode, on va s'intéresser à Simon Puech. Pourquoi lui? Parce qu'il a une façon de gérer sa chaîne, vous allez voir, assez particulière. Quand on regarde sa chaîne pour la première fois, on peut se demander de quoi elle parle exactement. De jeux vidéo, de politique, de voyage, de technologie? Il n'a pas l'air de faire des vidéos humoristiques, donc ce seraient des vidéos pédagogiques. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces titres? Vous l'avez compris, on va décrypter tout ça, et surtout on va voir en quoi Simon Puech n'est pas un youtubeur comme les autres. Et je me rends compte que je prends une voix de journaliste de BFM TV assez fatigante, donc je vais essayer de corriger ça. Générique. Pour commencer, on va s'intéresser aux origines de sa chaîne. Simon, il a créé sa chaîne le 2 janvier 2016. À l'époque, elle ne s'appelle pas du tout Simon Puech, mais le jeu vidéal, parce que sa chaîne se focalisait sur les jeux vidéo. Jusque-là, tout se tient. La première vidéo qu'il sort est sur le jeu Hotline Miami. Le principe est simple, il va le présenter et faire une critique du jeu. Alors sur cette première vidéo, on a le son qui est pas très bon, comme toute personne qui débute, moi la première. Il regarde souvent le texte à côté de la caméra et son débit de parole est parfois trop rapide pour être compréhensible. Mais il y a un aspect qui frappe rapidement. Le storytelling. L'écriture est soignée, maîtrisée, documentée, on sent qu'il sait de quoi il parle et ça fait du bien. Il a cette force à ce moment-là, c'est de faire exactement ce que tout le monde fait, mais pas du tout de la même manière. D'ailleurs, il le dit lui-même à la fin de cette première vidéo. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je suis juste là pour parler de jeux vidéo que j'aime, sans forcément rentrer particulièrement dans la jouabilité, le gameplay, etc. Il y a plein de gens qui le font super bien sur internet. Juste voilà, vous en parler de ce que j'en pense, de ce que je sais du jeu, et qui pourrait éventuellement vous intéresser. Pour mettre toutes les chances de son côté, il va publier 9 vidéos en à peu près 2 mois. C'est une cadence qui ne va pas du tout garder par la suite, mais qui lui permet de se frayer un chemin dans l'algorithme. Ce qui va beaucoup l'aider aussi, c'est que Doc7 va le mettre en avant dans une de ses vidéos et lui permettre de gagner ses 20 000 premiers abonnés. À partir de là, il ne se repose pas du tout sur ses acquis et il lance un nouveau format Aquajou, où il interviewe d'autres youtubeurs. Je vais faire un aparté sur le mot format, parce que vous allez voir que dans cet épisode, on va en parler énormément. Et ce serait bien qu'on parle tous de la même chose. En fait, sur YouTube, on peut catégoriser les contenus en types de formats. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un format YouTube, c'est en fait une manière de faire une vidéo et de raconter une histoire. Chaque format a ses propres codes. Ce sont tout simplement des sortes de concepts au sens très large. Je vais vous donner des exemples de formats, vous allez voir, vous allez comprendre très rapidement. Le format liste, par exemple, est ultra utilisé sur YouTube. Ce sont tous les tops, les classements, toutes les vidéos qui utilisent des chiffres dans leur titre. Par exemple, 10 raisons qui prouvent que Sagittaire est le meilleur signe. Je dis pas ça parce que c'est le mien. 5 lieux inexplorés sur Terre, etc. Avant même de cliquer sur la vidéo, vous savez à quoi vous attendre. Pareil pour le format vlog par exemple, ou pour les recettes ou les formats réactions. Alors bien sûr, on peut les combiner entre eux et former des vidéos hybrides, mais vous verrez que souvent c'est assez facile de reconnaître à quel type de vidéo on va avoir affaire avant même de cliquer dessus. Et la plupart des youtubeurs, ils ont un format de prédilection qu'ils vont utiliser de manière régulière et qui font un peu leur marque de fabrique. Mais pas Simon. On va y revenir plus tard, vous allez voir. Donc on est en 2017, Simon commence à élargir son catalogue de contenu et va du coup changer le nom de sa chaîne, le jeu vidéal, puisque ce n'est plus le seul type de vidéo qu'il produit. Il se retrouve en fait à un carrefour où il a envie de parler d'autre chose que de jeux vidéo. Mais dans la tête de son audience, les jeux vidéo sont pourtant la raison pour laquelle elle le suit. Du coup, compliqué de ne pas perdre ses abonnés. On ne parle pas là de virage, mais bien de diversification. Le changement de nom arrive à point nommé, mais reste à savoir si les abonnés vont le suivre. Le gros risque quand on veut parler de tout, c'est d'avoir une grosse partie de ses abonnés qui n'a absolument rien à faire de la moitié de vos vidéos. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a plein d'idées, mais qu'elles n'ont rien à voir ensemble? Je vous présente la méthode Simon Puech. À savoir, on capitalise sur son style et on s'inspire des champions toutes catégories sur ce sujet, les médias. Vous vous rappelez de cette histoire de format? Ça sera inquiétant sinon parce que j'en ai parlé il y a 2 minutes. Simon, il va les utiliser d'une manière assez originale pour un youtubeur. En fait, il va se rapprocher plus d'une chaîne de médias que de celle d'un créateur. Et ça fonctionne bien puisqu'il a aujourd'hui 265 000 abonnés. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Oui, je fais les questions et également les réponses. Si vous regardez par exemple la chaîne d'Arte, vous allez remarquer qu'ils classifient leur contenu en formats, qu'ils empaquettent ensuite dans des playlists. Chaque format a son propre style, son propre nom, ses codes, ce qui fait que sur la chaîne d'Arte, vous pouvez regarder un documentaire d'1h30 sur Starbucks et puis une vidéo de 25 minutes sur la peste noire. Maintenant, si on revient à la chaîne de Simon, vous voyez que les contenus sont aussi rangés en formats. Chaque format a un nom, enfin presque tous, et ils ont un style qui leur est propre. Et ça se voit rien qu'aux vignettes et à la durée des différentes vidéos. Alors on peut se dire qu'il s'est juste un peu cherché avant de trouver ce qu'il avait vraiment envie de faire sur sa chaîne, puisque ces dernières vidéos en fait sont toutes du même format. Mais je pense pas, je pense surtout qu'il aime faire des vidéos, les écrire et décrypter un sujet, que ce soit un jeu vidéo, une technologie ou une tendance. Et du coup pour lui, rester cantonné à une typologie de thématique serait impensable et pas du tout cohérent avec sa personnalité. En fait, si on enlève les sujets en tant que tels, on a un style derrière. Un style volontairement très marquant. Et il faut qu'on en parle. Simon ne tombe jamais dans la facilité. Chaque vidéo est une expérience en elle-même. Une expérience autant au niveau de l'écriture que du montage. Prenez par exemple le format le jeu vidéal. Il pourrait simplement donner son avis sur un jeu comme tant d'autres.
Mais non, il va t'emporter dans un univers comme s'il t'invitait à littéralement plonger dans le jeu. La vidéo sur Red Dead Redemption est tournée dans un véritable décor de Far West, et la vidéo sur The Last of Us est tournée dans un décor post-apocalyptique. Sur le format Chronos, on a un montage presque épileptique associé à des modifications de voix, comme pour souligner à quel point on peut être désemparé et dépassé par la multitude d'événements qui nous tombent dessus à chaque instant. C'est un format hyper osé pour YouTube et qui doit demander un travail titanesque. En fait, c'est comme s'il ouvrait son journal intime et qu'il se mettait à nu devant des milliers de personnes. Et puis, on a le format le plus récent qui n'a pas vraiment de nom, où chaque thématique est l'occasion d'en aborder une plus grande. Et où on en ressort souvent avec une multitude de nouvelles questions. Là aussi, la forme sert le fond. Il va presque s'effacer au profit de son sujet et utiliser un design qui rappelle l'interface d'un Mac, créant un aspect presque futuriste. On se retrouve avec lui en train de découvrir le sujet comme s'il nous avait incorporé dans sa phase de recherche et qu'il nous partageait ses réactions à chaud. Pour résumer, oui, la ligne éditoriale n'est pas vraiment cohérente, mais un style fort associé à une mise en avant habile de son contenu lui a quand même permis de se frayer un chemin sur YouTube et surtout de créer une espèce d'homogénéité sur sa chaîne. Grâce à ça, il a pu ne pas s'enfermer dans une thématique. Et on le sait, ça peut être un très gros piège pour un youtubeur. La question finale qu'on pourrait maintenant se poser, c'est est-ce que cette stratégie porte ses fruits? Pour répondre à cette question, on va regarder ses stats. Déjà, ce qui est marrant de voir, c'est qu'il a très peu de filles dans son audience. Sûrement un héritage de son passé de contenu exclusivement tourné vers les jeux vidéo. On sait que les chaînes gaming sont en général regardées plus par les hommes. C'est dommage, mais c'est un fait. Il n'est donc pas arrivé encore à aller chercher un public plus diversifié. Si on regarde l'évolution de sa chaîne, il a fait 2,79 millions de vues en 2017, 3,84 millions de vues en 2018 et 3,75 millions de vues en 2019. Alors, sa chaîne est incontestablement dans une pente ascendante, même si elle semble avoir atteint son pic en 2018. Et ce pour une raison très simple. Il suffit de regarder les vidéos qui ont fait le plus de vues. On peut voir que la moitié du classement est occupée par des vidéos qui datent d'après 2019. Mieux encore si on regarde ce qu'on appelle la vélocité sur les 30 premiers jours. Alors la vélocité, c'est en fait la vitesse à laquelle une vidéo fait des vues les 30 premiers jours qui suivent sa publication. Là, on voit que les vidéos de 2020 engrangent des vues plus rapidement que celles des années précédentes. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, on peut l'interpréter de deux manières. Soit il arrive à se placer sur la page d'accueil dès les premiers jours super rapidement, soit il a des abonnés de plus en plus efficaces. Alors pour moi, c'est un peu une combinaison des deux. Je pense qu'il arrive à se placer super rapidement sur la page d'accueil parce qu'il a des titres et des vignettes super efficaces. Je veux dire, les textes sont aguicheurs mais pas trop et pas putaclic. Il va jamais aborder une thématique de manière frontale, mais il essaie systématiquement de trouver un angle percutant, une façon d'englober la thématique d'une manière à laquelle les gens peuvent s'identifier. Puis j'ai l'impression qu'il fait des tests sur ses titres pour identifier ceux qui font le plus cliquer. Parfois il met tout en majuscule, parfois il met que certains mots, parfois il ajoute des mots entre parenthèses. Je pense que c'est un excellent réflexe, ça permet de ne jamais cesser d'apprendre et de toujours et continuellement s'améliorer. C'est un réflexe d'ailleurs très marketing, pas étonnant puisqu'il a fait une école de commerce. Et en ce qui concerne les abonnés, si on veut voir s'ils sont impliqués dans la chaîne, il faut regarder le taux d'engagement. Et là on peut voir qu'il est très haut, genre vraiment très haut. Pour vous dire, d'habitude les taux sont tellement bas que le site met les pourcentages sur 1000. Alors je sais pas si on dit pourcentage du coup, mais vous m'avez compris. Là ça veut dire qu'en moyenne il y a 14,3% des gens qui ont vu la vidéo qui interagissent avec elle, soit en lâchant un like, soit en commentant, soit en partageant. Pour moi, ce taux il est super haut parce que les spectateurs sont touchés par ces vidéos. Elles jouent sur l'émotion et l'inspiration avec une bonne partie de pédagogie. Du coup, elles ont plein de façons différentes de faire réagir les gens. Elles peuvent ouvrir des débats, les faire s'impliquer émotionnellement, les encourager parfois même à se livrer sur leur façon de voir les choses. Je pense que c'est vraiment ce qui lui a permis de percer sur YouTube. Cette idée de faire des vidéos plus que de faire du YouTube en tant que tel. Il donne l'impression de s'impliquer émotionnellement et mentalement dans chacune de ses productions. En fait, il donne constamment tout ce qu'il a à donner pour créer une vidéo dont il peut être fier. Pour moi, il a encore devant lui un énorme potentiel de croissance. Après, il y a quand même un point d'alerte que j'aimerais vous exposer. Il faut qu'il fasse très attention à ne pas user des principes qui marchent de peur de créer une certaine lassitude. Dans le sens où s'enfermer dans un style en utilisant les mêmes structures de titres et de vignettes continuellement pourrait finir par passer inaperçu et donc faire baisser son taux de clic et son nombre de vues. Mais je lui fais confiance pour arriver à se renouveler et à nous proposer de nouveaux formats et des thématiques toujours plus poussées et recherchées. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Génération YouTube. Comme d'habitude, si ça vous a plu, abonnez-vous et n'hésitez pas à me proposer des youtubeurs à analyser en commentaire. Je reviens bien vite sur vos écrans. Ciao!